En 2014, Alan Ruby est un étudiant de première année, il a 19 ans, il étudie les sciences politiques à l'université d'Oklahoma. Bien qu'il soit relativement modeste, réservé en tant que personne, sur les réseaux sociaux, il projette un style de vie luxueux, grandiose, il publie des photos de voitures, des voitures de sport exotiques, des montres, des vêtements coûteux, des voyages à travers le monde à Paris, Londres, New York. Il prend des photos qu'il met constamment sur Instagram et sur X, qui s'appelait Twitter à l'époque, pour montrer cette vie tout à fait incroyable qu'il mène. Mais qu'en est-il exactement de cette vie ? Si vous aimez les histoires sombres, fantastiques, incroyables, vous êtes tombé au bon endroit parce que je fais de mon mieux pour mettre une vidéo en ligne tous les samedis. Souvenez-vous de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne et bienvenue à ce nouveau Récit de l'Ouest. Alan veut vraiment que les gens croient qu'il est un jeune homme fabuleux, riche, prospère, et il ne peut projeter ce style de vie fictif sur les réseaux sociaux tout simplement et seulement parce qu'il dépense l'argent de son papa. Son père, John Ruby, c'est un homme d'affaires prospère qui possède et dirige 2 journaux locaux en Oklahoma, c'est le The Marlon Review et The Duncan Banner, qu'il a d'ailleurs hérité de son propre père qui s'appelait Peter Ruby. Donc Alan dépense son argent, dépense l'argent de son père en quelque sorte, et même après que son père lui ait donné de l'argent pour le dépenser, Alan vole la carte de crédit de son père et il accumule des milliers de dollars de dettes supplémentaires, tout roule. Mais arrive l'ère de l'Internet, les gens commencent à délaisser la presse écrite au profit du numérique. Beaucoup de journaux commencent à faire faillite, les choses se passent moins bien parce qu'ils n'arrivent pas à faire cette transition. Et les journaux de John Ruby font partie de ces journaux qui ont du mal à faire cette transition. Alors ils ne font pas faillite, mais ils ne réussissent pas très bien le passage au numérique. Donc John perd de l'argent de tous les côtés. Le père de Alan dit donc à toute la famille un jour, et donc en particulier à Alan, qu'ils doivent tous réduire leurs dépenses parce que l'argent c'est devenu un peu plus limité et l'avenir est en fin de compte assez incertain. Ils doivent donc être prudents avec l'argent qu'ils ont. Alan fait semblant de vouloir réduire son train de vie luxueux, mais en réalité il n'en est rien, et il n'en a pas l'intention d'ailleurs. Il est totalement accro aux dépenses, il est totalement accro à l'idée de donner l'impression qu'il est riche, qu'il est prospère, qu'il est fantastique. Et donc à cette époque, Alan vole la carte de crédit de sa grand-mère et il quitte secrètement le pays pour aller à Paris en vacances, il adore Paris, et il prend des photos devant la Tour Eiffel et il dépense beaucoup d'argent. Son père découvre que Alan a volé cette carte de crédit et il est vraiment furieux. Et au lieu d'attendre que Alan rentre et de lui dire de ne pas recommencer, c'est un très méchant garçon, il décide de lui envoyer un message qu'il n'oubliera pas et il appelle la police. Alan est inculpé de vol, il plaide coupable et doit comparaître devant un juge qui constate qu'il n'a donc pas de casier judiciaire, donc il est plutôt clément dans cette affaire. Il lui ordonne de rembourser tout l'argent dépensé à sa grand-mère et de suivre un programme de désintoxication pour essayer de briser cette habitude de dépenser tout cet argent sans raison. Une fois que Alan a quitté le tribunal, son père se dit qu'enfin, il a compris le message et il a compris que c'était un très gros problème et que maintenant il était temps de le résoudre. Donc le père se dit qu'il a pris une bonne décision en envoyant la police. Mais en fait, Alan n'a pas du tout changé. Dès son retour du tribunal, il vole des personnes qui ne font pas partie de la famille, donc des personnes en dehors de la famille. Il contracte des emprunts auprès de différents usuriers qui sont plus ou moins louches. Et tout ça pour maintenir juste cette fausse apparence qu'il a continué à afficher sur les réseaux sociaux. Le 9 octobre 2014, Alan doit $3 000 à un usurier et il n'a aucun moyen de le rembourser. Alors, au lieu de demander de l'argent à ses parents, de s'étaler, ce qui aurait quand même été un petit peu trop embarrassant pour lui, il se dit que la meilleure solution, en fin de compte, c'est de tuer toute la famille. Parce que c'est vrai que
en fin de compte, ça résout pas mal de problèmes. Donc, il planifie méthodiquement son action. Il se procure un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm quelques jours avant, qu'il cache dans la maison. Et le jeudi matin, il attend l'heure à laquelle sa sœur Catherine, généralement, est partie pour aller au lycée, pour rentrer dans la maison familiale à Duncan. Là, il y trouve sa mère, Joy, 48 ans, qui est dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Sans un mot, sans un avertissement, il lui tire une balle dans la tête à bout portant. Sa sœur Catherine, 17 ans, elle était finalement restée à la maison ce jour-là. Elle entend le coup de feu et elle court vers la cuisine. Donc Alan, sans hésitation, il lui tire 2 fois dans le dos alors qu'elle tente désespérément de s'enfuir. Après ces 2 meurtres, au lieu de paniquer ou de fuir ou ce que vous voulez, Alan reste tranquillement assis dans la maison. Il s'assoit patiemment, il attend son père. Il attend plusieurs heures avant que son père, John, 50 ans, rentre de son travail au journal à la maison. Quand le père franchit la porte d'entrée, il se doute de rien, bien entendu. On ne va pas se douter quand on rentre à la maison qu'on va se faire assassiner par son propre fils. Et Alan, très calmement, se lève et lui tire une balle dans la tête. Son père s'effondre dans l'entrée, mort sur le coup. Les 3 corps gisent là où ils sont tombés, pendant que Alan, avec un calme glaçant, commence à effacer méthodiquement les traces de ses crimes. Son grand plan, peut-être pas si génial que ça, c'est qu'avec toute sa famille disparue, il va devenir l'unique héritier du patrimoine familial, ce qui lui sera suffisant pour rembourser cette dette de $3000, mais aussi pour avoir un peu d'argent pour retourner en vacances à Paris, parce qu'encore une fois, il adore Paris. Donc, il pense même à récupérer le DVD des caméras de surveillance de la maison. Il prend l'arme du crime et il va jeter le DVD de l'enregistrement et l'arme du crime dans le lac qui est aux environs. Et puis après, il va jusqu'à Dallas, où il s'enregistre dans un hôtel très chic et il retrouve des amis pour faire la fête tout le week-end. C'est pas parce que ça le gêne trop d'avoir assassiné sa famille, en fin de compte. Ses amis, qui sont avec lui pendant ce week-end, vont dire plus tard aux enquêteurs, lors de l'enquête, que Alan semblait totalement normal. Il n'y avait absolument aucun signal d'alarme, il n'y avait aucune indication que quoi que ce soit n'allait pas. Tout était merveilleux, il a ri, il s'est amusé tout le week-end, tout était super. Le lundi suivant, lorsque le père d'Alan ne se présente pas au travail, la police est avertie par les employés, ils vont à la maison et donc trouvent toute la famille Ruby assassinée. Quand la police va donc chercher Alan et le ramène au poste pour discuter avec lui, pour lui dire ce qui s'est passé, pour lui dire que sa famille a disparu, ils ont tous été assassinés, et pour l'informer en quelque sorte, la réaction triste, entre guillemets, que Alan montre à la mort de toute sa famille, c'est apparemment si peu sincère que les officiers supposent tout de suite qu'il y a un truc pas clair et qu'il en est probablement l'auteur. Donc ils n'ont besoin que de le pousser un petit peu et finalement Alan avoue que c'est lui qui a fait ça. Et le truc c'est que pour un meurtre de ce style, on sait parfaitement dans cet état que le procureur peut demander et va demander la peine de mort. Alors, aux États-Unis, il existe une pratique judiciaire qu'on appelle plea deal, ce qui veut dire un accord de plaidoyer, où l'accusé peut négocier sa peine en plaidant coupable. Bon, là, du coup, il n'y a pas de doute, il était coupable. D'accord ? Et les membres de la famille d'Alan, déjà d'un côté, ils ne voulaient pas risquer un long procès avec une possibilité d'appel, de nouveaux appels, etc. Et en plus, ils ne voulaient pas qu'Alan soit condamné à mort. Il voulait que Alan se rappelle chaque jour restant de sa vie ce qu'il avait fait. Donc, eux, ils voulaient, et ils ont demandé, un accord où Alan aurait une prison à vie, sans aucune possibilité de libération conditionnelle, peu importe son comportement, peu importe son âge, peu importe sa situation physique, ou toute autre circonstance, jamais il ne pourra sortir de prison. Lors de l'audience finale, Alan fait une déclaration devant le tribunal où il dit ses remords, entre guillemets,
Et ces remords sonnent si faux que même le juge note qu'il y a un manque de sincérité dans sa voix. Les évaluations psychiatriques que j'ai recherchées révèlent d'ailleurs que chez lui, il avait des fortes tendances sociopathiques et un trouble de la personnalité narcissique profond. À la limite, en écoutant cette histoire, on n'a même pas besoin de l'expertise psychiatrique pour se douter fortement de la situation. Les experts ont souligné particulièrement son obsession pathologique pour tout le luxe, son absence totale, mais franchement totale d'empathie et sa capacité extrêmement troublante à compartimenter ses émotions. Donc, on crée cet accord et on donne à Alan la possibilité de le signer, ce qu'il fait. Il signe l'accord. Et donc, lorsqu'il quitte la salle d'audience, donc il n'y a pas eu de procès, il y a eu cet accord. Les derniers membres de sa famille le renient et lui disent franchement, j'espère que Dieu aura pitié de ton âme parce que nous, on ne te connaît pas. Tu es mort pour nous. Ce qui a choqué particulièrement dans toute cette affaire, les enquêteurs, les psychiatres, etc., c'est la photo que Alan met en ligne sur son compte Instagram quelques heures seulement après avoir tué toute sa famille. C'est la photo que vous pouvez voir à l'écran maintenant. À ce moment-là, au moment où cette photo est prise, ses parents, sa sœur de 17 ans, gisent sur le sol, au sol de la maison dans leur sang, et lui, il est dans cette chambre d'hôtel de luxe avec des amis, et la légende de la photo joyeuse sur Instagram qu'il met en ligne, c'est « L'université ne serait pas aussi amusante sans ces deux petits trésors, #meilleurs amis ». Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce nouveau récit de l'ombre. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors oui, je crois qu'il était un peu sociopathe. Donc faites bien attention à vos amis et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre récit de l'ombre. Au revoir.